Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Le Dragon Impérial. Par Judith Gauthier. Chapitre 1, Takyang se révolte contre la Terre. Nul n'ignore que si l'ombre d'un homme prend la forme d'un dragon qui suit humblement les pas de son maître, cet homme tiendra un jour dans sa main la poignée de jade du sceptre impérial. Mais nulle bouche ne doit s'ouvrir pour révéler le miracle qu'ont vu les yeux, car la destinée serait renversée, et une nuée de malheur descendrait du ciel. C'était dans le grand champ de Chité-et-Sepo, à 30 lis de Petsine. Le vent de la 10e lune effeuillait les arbres peu nombreux, car il n'y avait qu'un orme dans ce champ, à côté d'un cannelier. Vers l'orient s'élevaient les 10 étages retroussés d'une pagode, au-delà de laquelle apparaissait une pagode encore, plus vague et plus lointaine. C'était tout. L'œil pouvait s'emplir d'espace et arriver sans halte à la ligne vaporeuse et rose de l'horizon. Sous le cannelier, un homme était assis, riant à la lumière qui blanchissait la plaine d'un bout à l'autre, sans intervalle ni hésitation, et parfois grelottant un peu malgré les 3 robes somptueuses dont il était vêtu, car le soleil des jours d'automne réchauffe beaucoup moins qu'il n'éclaire, et les premières froidures sont les plus sensibles au corps, comme le premier reproche d'un ami, glace le cœur plus douloureusement. Cet homme, jeune encore et d'agréable mine, était singularisé au plus haut point par l'extrême mobilité de ses traits qui ne laissaient aucun sentiment inexprimé, se tendant, se ridant, s'allongeant ou s'épanouissant sous les diverses influences d'un esprit sans doute très prompt. Ses petits yeux, que tour à tour couvraient et découvraient des paupières clignotantes, roulaient avec tant de vitesse tant de pensées joyeuses, malignes ou bizarres, qu'ils faisaient songer par leur palpitant éclat au miroitement du soleil sur l'eau. Et sa bouche bien faite, toujours entr'ouverte par quelques sourires, laissait voir 2 rangées de jolies dents blanches, gaies de luire au grand jour et de mêler leurs paillettes claires aux étincelles du regard. Tout cet être était délicat, fluet. On pressentait des dextérités infinies dans la frêle élégance de ses membres. Il devait monter aux arbres comme un singe et franchir les rivières comme un chat sauvage. Ses petites mains étroites, un peu maigres, aux ongles plus longs que les doigts, étaient certainement capables de tisser des toiles d'araignée, ou de broder une pièce de verre sur la corolle d'une fleur de pêcher. Comme lui-même, ses vêtements étaient clairs, pailletés, vivaces. Sur 2 robes de crêpe grésillant, il portait un surtout en damas rosâtre, qu'ourlait une haute bordure de fleurs d'argent, et que serraient à la taille les enlacements d'une écharpe frangée, d'où pendait un petit encrier de voyage, à côté d'un rouleau de papier jaune. Un grand collet de velours tramé d'argent lui couvrait les épaules, et sur sa calotte de soie violette, cornait une mince plume verte. Le bouton de rubis des lettrés de première classe rougeoyait fièrement comme la crête d'un jeune coq. Quant à ses noms, qu'il devait à son bon goût, car le fait de son existence était la seule chose par laquelle il fut induit à croire qu'il avait probablement eu des parents, il se composait de 3 syllabes aimables, qui faisaient le bruit d'une petite pièce d'argent remuée dans un plat de cuivre, et son métier, si l'on peut dire que Kaolitsin eut un métier en effet, était celui des gens qui n'en pratiquent point d'autre que de causer agréablement à tout propos, et d'improviser des poèmes, chaque fois qu'un sujet favorable se présente à leur esprit. Son enfance avait joué dans les rues d'un village, profitant sans ennui des leçons d'un vieux lettré charitable, qui, dans de longues promenades, lui empruntait de la gaieté et lui donnait de la science. Sa jeunesse rieuse, aventureuse, rarement besogneuse, grâce aux libéralités des personnes, innombrables dans ce temps, qui aimaient la poésie, courait de ville en ville, de province en province, au gré de 100 désirs futiles. Pourquoi se trouvait-il à cette heure dans la solitude mélancolique des campagnes? Pour l'amour d'une jeune fille, qu'il n'avait jamais vue. Un jour, quelques lunes avaient cru et décru depuis ce jour, Kaolitsin, qui résidait alors à Shensi, fut prié à dîner, avec plusieurs personnes de distinction, chez le mandarin gouverneur de la ville. Celui-ci, vers la fin du repas, découvrit à ses convives qu'il était dans le dessein de donner sa fille unique en mariage à quelque poète très savant. Ce poète fût-il pauvre comme un prêtre de Éphos,
et eut-il les cheveux rouges comme un méchant Yétion. Après avoir vanté les grâces et les vertus de son enfant non sans vider un grand nombre de tasses, l'aimable gouverneur déclara même que celui d'entre les jeunes hommes ses hôtes, qui, en l'espace de 8 lunes, composerait le plus beau poème sur un noble sujet de philosophie ou de politique, deviendrait certainement son gendre et, par suite, s'élèverait, sous sa protection, aux postes les plus enviés. Cao Litzin, en rentrant chez lui, s'était immédiatement mis en devoir d'assembler des rythmes et des consonances, mais au lieu de chanter les gloires d'un empereur, ou d'éclaircir quelque obscure question de morale, il dépeignit dans ses vers le charme des nattes noires mêlées de perles, des sourcils fins comme des traits de pinceau, et du sourire timide et doux, que ne pouvait manquer d'avoir la fille du mandarin. Les jours suivants, Cao Litzin ne réussit pas mieux à diriger son inspiration dans la voie indiquée. Que était-ce donc qui le rendait distrait à ce point? Ce pouvaient être les 1000 bruits et les aspects de la rue joyeuse qui s'agitaient sous ses fenêtres. Il espéra que dans le calme des chants son esprit serait plus réfléchi et plus sérieux, et tirant de sa bibliothèque les annales historiques, avec les livres des philosophes, il se réfugia dans le pays de Chité-et-Sepo. Là, s'abritant la nuit dans une cabane solitaire, et le jour, errant au soleil dans la belle plaine immense, il entreprit résolument la tâche prescrite. Hélas, les grands épis souples et les blés de riz entr'ouverts, et les marguerites étoilant l'herbe, lui fournirent trop de comparaisons neuves et charmantes avec la future épouse, qu'il entrevoyait en rêve, pour qu'il pût composer le moindre quatrain philosophique ou historique. 60 jours s'écoulèrent. Cependant, il ne perdit point courage. Chaque matin il s'éveillait avec la conviction intime qu'il pourrait le soir réciter aux étoiles son poème achevé. Et voilà par quelle suite de circonstances Cao Litzin grelottait au soleil, le premier jour de la 10e lune, dans le champ désert de Chité-et-Sepo, sous un canélier. À quelques pas de lui, sous l'orme, un laboureur bêchait. Il ne sentait certainement pas ce premier souffle de l'hiver qui faisait frissonner Cao Litzin. Et par instants, il essuyait du revers de sa manche son visage en sueur, car bien des fois déjà sa bêche s'était enfoncée sous la pression de son pied pour ressortir brillante de la terre noire et humide. Ce paysan, âgé de 20 ans à peine, était d'un aspect farouche, fort et hautain, il avait l'air d'un cèdre. Son front ressemblait à la lune sinistre d'un ciel d'orage. Ses longs sourcils obscurs s'abaissaient comme des nuages pleins de tempêtes, de tyrannique puissance roulait dans ses yeux sombres, et ses lèvres, souvent ensanglantées par des dents furieuses, témoignaient des pensées féroces qui mordaient son cœur. Cependant il était beau comme un dieu, bien qu'il fût terrible comme un tigre brusquement apparu au détour d'un chemin. Il avait pour tout costume une courte chemise en coton bleu sur un pantalon de même étoffe, un chapeau de paille claire, retroussé comme le toit d'un pavillon, et à ses pieds nus, des souliers à larges semelles. Mais ses vêtements vulgaires, tout dorés par le soleil, étaient splendides, et paraient le jeune laboureur, tout autant que l'aurait pu faire la robe de brocart jaune, traversée de dragons d'argent, que porte dans la ville rouge l'éblouissant fils du ciel. Depuis quelques instants il bêchait avec rage, fouillant, tranchant, déchirant le sol pierreux. Cette furie déplut au lettré Cao Litzin, qui attendait patiemment sous son arbre une pensée philosophique propre à être mise en vers de 7 caractères. « Laboureur, demanda-t-il, comment te nommes-tu » ? « Ta Qiang » répondit le jeune homme d'une voix rude et sans interrompre sa violente besogne. « Eh bien, Ta Qiang, dit Cao Litzin, je te conseille de ne pas mettre autant de colère dans ton travail. » Puis il rêva un instant en comptant sur ses doigts, et, fidèle à sa coutume invétérée d'appuyer ses moindres discours par des improvisations poétiques, il ajouta, parlant en vers. « Ô jeune laboureur qui maltraite la terre, si la terre a de la rancune, elle te donnera d'affreux épis contrefaits. Et tes blés de riz, au lieu de sourire coquettement, seront semblables à des bouches édentées. Si bien que les poètes, en quête de comparaisons gracieuses, se trouveront singulièrement désorientés. Cesse donc,
aux jeunes laboureurs de brutaliser la terre bienfaisante. La terre. Je la hais, dit Takyang en mordant sa bouche. Tu penses que je la creuse afin de me nourrir? Tu te trompes. Je la frappe, comme je frapperais un ennemi esclave sous mon talon. Ce sont des blessures que je lui inflige avec ce fer, et si elle pouvait prendre un corps, comme je dévorerais sa chair et comme je boirais son sang avec délice. Et qu'as-tu donc, dit Kaolitsin. Il faut se résigner au sort que le ciel nous a fait. Il sait. Vois, je suis poète, est-ce que je me plains? En ce moment Takyang heurta un caillou de sa bêche avec un tel courroux, qu'elle se brisa dans un pétillement d'étincelles. Tant mieux, cria-t-il. Ah, terre détestée, je me suis trop souvent courbé vers ta face triste et noire. Je respire depuis trop longtemps le parfum malsain des plaies que je te fais, c'est assez. Tu me reprendras un jour, terre vorace, alors tu me rongeras et tu me détruiras, mais jusqu'à ce jour du moins tu ne me verras plus, car je veux tourner désormais mon visage vers le ciel salutaire, vers le grand ciel salutaire et lumineux. Takyang se dressa fièrement, et croisant ses bras sur sa poitrine, il se mit à marcher avec agitation. Prends garde, s'écria Kaolitsin en riant de tout son cœur, prends garde au mauvais génie qui te conseille la révolte, car 1, 2, 3, 4, ajouta-t-il en comptant sur ses doigts. Les méchants yétiens nous montrent souvent du doigt un diamant qui scintille sous le soleil au fond d'un précipice. Nous descendons pleins de joie et dédaignant les piqûres des ronces. Mais le soleil se cache, et à la place du diamant, il n'y a plus qu'un caillou humide. Honteux et tristes nous remontons péniblement, les mauvais génies, pendant notre absence, ont mis le feu à notre maison, et dérobé notre sac d'argent. Le poète cessa tout à coup de parler, et jeta sa main sur sa bouche, comme pour intercepter un cri. Takyang venait de passer devant lui, et au soleil, l'ombre du laboureur s'était déformée. Ce n'était plus le reflet d'un être humain qui se dessinait bleuâtre sur la terre grise, mais c'était le reflet gigantesque d'un dragon ailé. Or Kaolitsin n'ignorait pas que si l'ombre d'un homme prend la forme d'un dragon qui suit humblement les pas de son maître, cet homme tiendra un jour dans sa main la poignée de jade du sceptre impérial. Le poète fut donc sur le point de pousser un grand cri de surprise, mais il le retint sagement, parce qu'il savait aussi que nulle bouche ne doit s'ouvrir pour révéler le miracle qu'ont vu les yeux, car la destinée serait renversée, et une nuée de malheur descendrait du ciel. Takyang continuait de marcher, levant vers le ciel un front superbe. « Frère, dit Kaolitsin encore stupide d'étonnement, tu auras raison de faire ce que tu te proposes. Pardonne-moi si j'ai ri tout à l'heure, je n'avais pas vu ton front. Adieu donc, dit Takyang. Et il s'éloigna à grands pas. Non loin de là, dans un pli à peu près insensible du terrain, reluisait un petit lac qui semblait d'acier bleu, étoile de nénuphar, encadré de bambous souples qui se penchaient gracieusement au moindre souffle. Il disparaissait presque tout entier sous des entrelacements de minces lattes et sous des parasols de larges feuilles envahissantes, de sorte que le ciel y trouvait à peine une petite place pour se mirer. Ses cheveux mêlés aux feuilles et ses petits pieds nus chaussés d'herbe humide, une jeune fille trempait dans l'eau des tiges de bambou qu'elle venait de cueillir et les rangeait ensuite dans une corbeille, tout en chantant un joli chant rapide. C'était une enfant de 15 ans, toute charmante, un peu farouche. Son tendre front avait la douceur du premier croissant de la lune, et sa bouche fleurissait plus délicieusement qu'une petite rose pleine de soleil. Mais ses grands yeux noirs, sous leurs longs cils brillants, avaient cette expression hardie et sauvage qui étonne dans les yeux d'une hirondelle que l'on vient de prendre. Son costume de paysanne ne manquait pas de quelques recherches. Sur un large pantalon couleur d'orange, elle portait une robe de lin violet ornée à profusion de 1000 broderies, et quelquefois, coquette, elle interrompait son travail pour aller cueillir une fleur rose ou bleue, qu'elle piquait dans ses longues nattes en penchant son visage vers l'eau. Tout à coup elle tressaillit, la tête renversée en arrière, elle prêtait l'oreille à un son lointain. « Comme je reconnais vite le bruit de ses pas, dit-elle.
Je vais aller au-devant de lui. Cependant, elle ne bougea point. Cet empressement serait peu convenable. Il vaut mieux que je feigne de ne pas l'avoir entendu venir. Et rougissante, elle continua son travail et sa chanson. Takyang apparut bientôt. Écrasant les bambous sous la fermeté de ses pas, il s'approcha de la jeune fille, qui tournait vers lui un visage plein de sourires. « Voici Takyang, dit-elle, qui a laissé sa bêche pour venir un instant rire avec Yomenli, sa fiancée, près du petit lac des bambous. »« J'ai en effet laissé ma bêche, répondit Takyang, mais c'est pour ne plus la reprendre. Je suis venu voir ma fiancée, mais c'est afin de lui dire que je vais partir pour toujours. »« Partir, répéta Yomenli avec surprise, et comme prononçant une parole dont le sens lui aurait été inconnu. Oui, affirma Takyang. Pourquoi essayes-tu de me faire peur? Dit-elle avec un sourire indécis. Il ne se peut pas que tu penses sérieusement à quitter ta fiancée. Ma fiancée prendra un autre laboureur pour époux, et son cœur m'oubliera quand ses yeux auront cessé de me voir. C'est donc vrai, cria-t-elle, et des larmes soudaines obscurcirent ses yeux. Tu t'en vas, tu me laisses, et méchant, tu me conseilles de choisir un autre fiancé. Ah, crois-tu que jamais je puisse? Yomenli s'interrompit brusquement, son visage prit une expression d'épouvante admirative, et ses larmes, en un instant se séchèrent, car elle venait d'apercevoir dans le lac clair le reflet net d'un dragon ailé, et tout aussi bien que le poète Kaolitsin, elle savait que si l'ombre d'un homme prend la forme d'un dragon qui suit humblement les pas de son maître, cet homme tiendra un jour dans sa main la poignée de jade du sceptre impérial. Pars, dit-elle alors, tandis qu'une fière joie gonflait son cœur douloureux. Tu seras riche, tu seras glorieux, et Yomenli, abandonné, se réjouira solitairement de ton bonheur. Adieu donc, jeune fille, dit Takyang. Et il se dirigea rapidement vers sa cabane. Large et basse, sous son vieux toit en paille de bambou, la cabane sordide, entourée d'une palissade où séchaient quelques linges pendus, se montra bientôt à lui dans un coin fauché du champ. Il poussa la porte et entra. La nuit se faisait déjà entre les 4 murs de terre de la triste demeure, car elle n'avait qu'une seule fenêtre aux carreaux de corne, jadis diaphane, maintenant épaissie de poussière. Avec Takyang entra un peu de jour. Un vieil homme, jaune et usé, frottait une faue d'un caillou dur. Une femme, plus vieille, faisait cuire du riz pour le repas du soir devant un petit feu de racines chiches et fumeux. « Parents vénérés, dit Takyang, j'ai formé une résolution, je quitterai ce soir le champ de Chité-et-Sepo, parce que je veux conquérir la richesse et la renommée, afin de soulager et de consoler votre vieillesse. » Il se tut, prévoyant des colères et des résistances, mais sa grande ombre miraculeuse s'étalait sur le sol dans l'angle clair que produisait l'entrebâillement de la porte. « J'approuve la résolution que t'inspire Quan Chi elle-même, bégaya le vieux père dont un grand frisson secoua les membres tremblants. Pars, élève-toi, triomphe et méprise tes parents inutiles, dit la mère qui sentait son cœur battre d'épouvante et d'orgueil. Tous deux étaient tombés à genoux. Que faites-vous? Demanda Takyang, surpris de les voir en cette posture. J'ai laissé choir, dit le père, le caillou dont j'aiguise ma faue. La mère dit. Je cherche une pièce de cuivre, qui s'est échappée de mes doigts dans la cendre. Et si les deux vieillards mentaient ainsi, c'est qu'ils connaissaient, comme le poète Kaolitsin et Yomenli la Vannière, ces paroles d'un sage ancien. Nulle bouche ne doit révéler le miracle qu'ont vu les yeux, car la destinée serait renversée, et une nuée de malheur descendrait du ciel. 3 heures plus tard, comme le soir tombait, le laboureur Takyang quitta pour toujours la cabane située dans un coin fauché du grand champ de Chité-et-Sepo, et monté sur un lourd cheval qui traînait d'ordinaire la charrette où s'entassent les gerbes de blé de riz, il commença de marcher dans la plaine, vers l'horizon. Où allait-il? Où tendait son élan? Il n'aurait pas pu le dire. La cataracte ignore dans quel gouffre elle se précipite.
La flèche impétueuse ne sait pas quel cœur elle va percer. Mais il sentait que la détente irrésistible dont il était lancé le décochait vers un but certain, et que sa volonté s'adaptait à la destinée. Or, son désir indéfini encore, était immense. Ses vieux parents, sa cabane, Yeomanry, qu'était-ce que cela? Le passé, l'oubli, la fumée d'un feu éteint, il voyait s'allumer l'avenir. D'ailleurs, fatal, il ne concevait ni espérance ni joie, ayant la certitude et l'orgueil. Avant l'entreprise, il jouissait du succès. Ses grandeurs étaient en lui, virtuelles. Des batailles futures se tordaient, furieuses, dans le champ de sa pensée. Il sentait déjà sur sa tête comme un poids de couronne, et ses mains tenaient un grand faisceau de puissance et de victoire. Cependant il traversait solitairement le champ de Chité et Sepo, sur un vieux cheval las, à la tête humble, au pas boiteux. La nuit était venue. Une dernière lueur s'éteignait, du côté de l'Occident. La plaine semblait une mer obscure et immobile. Tak Yang, dans l'ombre, dévia du chemin où il s'était engagé. Lorsque les poussas vous égarent, pensa-t-il, ils vous mettent dans la bonne route. Mais son cheval marchait avec peine dans les terres fraîchement remuées, et butait à chaque pas. Le voyageur tourna la tête avec l'espérance d'apercevoir un sentier. Il vit dans les ténèbres 2 personnes à cheval qui s'avançaient vers lui. « Qui vient là » cria-t-il en faisant halte. « Frère, dit une voix qui était celle de Cao Litzin, je t'aime, permets-moi de m'associer à ta fortune. Un esprit ingénieux et un dévouement attentif ne sont pas des compagnons inutiles. Je t'accepte pour serviteur, répondit Tak Yang d'un ton hautain. Ô toi dont je ne suis plus la fiancée, dit une voix de femme, veux-tu que je te suive comme une servante? Si tu me repousses, je vais subitement mourir, pareil à une plante saisie par la gelée. Pauvre petite, emmène-la, insinua le poète. Mais Tak Yang dit avec rudesse. Je n'ai pas besoin qu'une femme me suive. Une femme, s'écria Yeomanry en résistant aux larmes qui lui montaient aux yeux. J'ai revêtu les habits de mon jeune frère, et j'ai pris un cœur d'homme, en même temps que ce costume d'homme. S'il faut du courage pour te servir, j'en aurai plus qu'un guerrier. S'il faut de l'adresse et de la ruse, je serai plus adroite qu'un voleur et plus rusée qu'un juge. S'il faut mourir, je mourrai, et morte, s'il faut revenir des pays d'en haut pour te servir encore, sois tranquille, j'en reviendrai. Yeomanry parlait d'un ton ferme. Tak Yang songea qu'une femme hardie peut accomplir de grands travaux. Si tu le veux, sois ma servante, dit-il en poussant son cheval en avant. Attends, dit Cao Litzin, j'ai encore quelques mots à te dire. Parle, mais hâte-toi. Oh! Dit le poète, je serai bref. Il y a quelques lunes, pendant mon séjour dans la ville de Tongchu, qui est certainement une ville remarquable par la beauté de ses pagodes et la laideur de ses bonzes, il y a quelques lunes, donc, je fis la connaissance d'une très jeune veuve, que je n'hésiterais pas à proclamer la plus jolie des femmes si je ne connaissais pas Yeomanry, ta servante, et si le gouverneur de Shenxi n'avait pas une fille destinée à devenir l'épouse du lettré Cao Litzin, dès qu'il aura trouvé une pensée philosophique, propre à être mise en vers de 7 caractères. Abrège, dit Tak Yang. C'est ce que je fais. J'eus le bonheur de rendre à l'époux défunt de cette aimable personne un signalé service, un service d'ami, en consolant sa femme de la perte douloureuse qu'elle avait faite. Je la consolais, dis-je, en d'aimables entretiens égayés par les improvisations réjouissantes que m'inspire communément mon naturel enjoué. Tak Yang fit un geste d'impatience, mais le poète n'y prit point garde. 1, 2, 3, 4, dit-il en comptant sur ses doigts. Un matin, une jeune pivoine crut qu'il fallait mourir, parce que la lune s'était éteinte. Mais le soleil joyeux vint rire au-dessus d'elle, et la jeune pivoine, oublieuse de la lune, s'épanouit avec tendresse. Je me lasse, dit Tak Yang. D'écouter les vers que j'improvise? Cela ne saurait être. Enfin,
reconnaissante d'avoir retrouvé en ma compagnie ses sourires d'autrefois, la jeune veuve voulut, quand je partis, me donner en souvenir d'elle une large ceinture pleine de liants d'or. Je me défendis d'abord d'accepter, objectant que la joie d'avoir obligé une si gracieuse femme me récompensait au-delà de mes mérites, mais elle insista de telle façon que, dans la crainte de lui déplaire, je dus recevoir son présent. « Achèveras-tu, cria Takyang. « Je n'ai pas tiré un seul liang de cette ceinture, continua Kaolitsin. Ne la refuse pas, car l'argent est utile pour voyager au loin. Tu pouvais m'épargner le récit, dit Takyang, en acceptant la ceinture. Yomenli, timidement, reprit la parole. Je ne possède qu'une bien faible somme, murmura-t-elle. Depuis longtemps je l'amassais, elle était destinée à acheter mes habits de noces, mais maintenant je ne me marie plus. Si Takyang daigne la recevoir des mains de sa servante, Yomenli sera très heureuse. Elle versa une petite poignée d'or dans la main de celui qui avait été son fiancé. Takyang cria. Partons. Les trois aventuriers se mirent en marche. Ils se dirigèrent silencieusement vers une colline lointaine, au-delà de laquelle passe la route qui conduit à Petsin. La lune, large et claire, montait à l'horizon. Derrière Takyang, l'ombre démesurée d'un dragon s'étendait d'un bout à l'autre de la plaine, comme si elle avait voulu embrasser le monde de ses grandes ailes éployées. Fin du chapitre. Chapitre 2, Petsin. Un voyageur traversait une grande plaine non loin du fleuve Blanc, et c'était à l'heure où la lune s'allume mélancoliquement dans le crépuscule du soir, et il vit une grande lueur du côté de l'Orient. Oh! Oh! Se dit-il. Voici un pays étrange, un pays certainement plus étrange que tous les pays où j'ai voyagé jusqu'à ce jour, car ici, c'est à l'Orient que le soleil se couche. Et s'adressant à un homme qui harcelait d'un aiguillon de bambou un troupeau de buffles noirs. Quel est donc ce pays, dit-il, où le soleil se couche du côté de l'Orient? Soutongpo lui-même n'a jamais vu de pays où le soleil se couche du côté de l'Orient, et ce que tu prends pour le coucher miraculeux d'un astre, c'est la splendeur de Petsin, dit le pâtre. De coteau en coteau, de vallée en vallée, le voyage fut long. Le soleil se leva, se coucha, se leva. Point d'auberge sur la route, on mangeait à cheval, on dormait sur la dure. Impassible, Takyang conversait avec ses pensées, Yomenli, exténué, montrait des sourires et cachait des larmes. Kaolitsin lui-même parlait peu. Ils atteignirent péniblement la plaine sablonneuse qui environne Petsin, plaine monotone et interminable, où l'œil ne rencontre rien pour se poser, et palpite, ébloui et là, comme un oiseau sur l'océan. Enfin, tandis que le soir tombait pour la 3e fois depuis leur départ, ils aperçurent une gigantesque muraille qui fermait l'horizon, noire à sa base, éblouissante à son faîte. C'était le premier rempart de la capitale du Nord. Haut, crénelé, ténébreux sur le ciel, il barrait la route aux flammes du soleil qui se couchait derrière la ville, mais les rayons triomphants débordaient le mur sombre, et de chaque créneau ruisselait un incendie. Longé d'un fossé pareil à un fleuve, flanqué de lourdes tours carrées qui s'avancent jusqu'au milieu de l'eau, le rempart quadrangulaire qui cerne Petsin de sa fierté puissante, projette de loin en loin un bastion en forme de demi-hexagone, dont chaque face se creuse d'une longue galerie voûtée, et dont la plateforme s'exauce d'un pavillon de bois rouge où des soldats attentifs veillent perpétuellement sur 2 terrasses superposées, derrière des canons en bronze vert, pareils à des dragons béants. Les 3 voyageurs, depuis longtemps épiés, à travers les balustrades à jour des terrasses, par les yeux perçants de la méfiance vigilante, choisirent pour entrer dans la ville, la galerie centrale du bastion qui faisait face à leur arrivée. C'était celle qu'on nomme la porte du Sud, ou la porte sacrée. « Arrêtez !» cria une sentinelle. Ils firent halte. « Qui êtes-vous » Kaolitsin répondit. Takyang laboureur, Yomenli vannier, Kaolitsin poète. Le poète, ajouta-t-il, c'est moi.
D'où venez-vous? Du champ de Chitee-Sepo. Où allez-vous? À Petsin. Passez. Les aventuriers se hâtèrent vers une longue avenue, nommée... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.